Bienvenue dans toutes les France, 20 000 morts en 20 ans, des drames humains à répétition. Que fait l'Europe face à l'immigration clandestine? Nous en parlons avec nos invités aujourd'hui dans toutes les France. Tout d'abord, Marie Bassi, vous êtes doctorante à Sciences Po. Vous travaillez sur les questions migratoires, en particulier pour ce qui est de l'Italie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, un témoignage unique qui va nous être livré par Mohamed Ali Zaroui. Vous êtes tunisien et vous avez vécu tout ce parcours migratoire pénible qui conduit parfois à des drames. Vous allez nous en parler aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de toutes les France. Merci à vous et bonjour à tous. Merci. Vous allez nous en parler dans un instant. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Corinne Balex, vous êtes politologue, enseignante à Sciences Po Paris, et vous avez écrit La politique migratoire de l'Union européenne, publiée aux éditions de la Documentation française. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Gérard-François Dumont, vous êtes professeur à la Sorbonne, président de la revue Population et Avenir. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. On va citer Doit-on contrôler l'immigration et Géopolitique de l'Europe aux éditions du CEDES. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Gérard-François Dumont. Juste un point avec vous d'abord, peut-être Corinne Balex, sur le fait qu'il y ait des drames aujourd'hui à répétition au même endroit et que les institutions européennes ne sont pas en mesure d'arrêter l'hémorragie. Alors, sur ce point-là, la question du secours en mer, il faut avoir en tête que l'Union européenne, les États membres n'ont pas donné de compétences à l'Union européenne pour aborder la question du secours en mer. Et que cette question est une question qui relève du droit international. Il y a deux conventions, une convention SAR et SOLAS, qui sont deux conventions internationales qui organisent les questions de secours en mer et auxquelles les États sont censés se référer. Alors, cette question est néanmoins une question prégnante, puisqu'effectivement, régulièrement, et après Lampedusa, il y a régulièrement des drames en Méditerranée, mais jusqu'à maintenant, les États membres n'ont pas décidé de confier des compétences. Alors, pourquoi ? Parce que le discours, l'explication qui est donnée par les États membres, c'est que développer une politique européenne de secours en mer pourrait être interprété par des trafiquants de personnes comme une invitation à mettre des personnes en situation de danger. D'accord. Donc là, vous me parlez de secours en mer, on parle ni de frontières, ni d'espace Schengen, ni de politique migratoire européenne. Vous me dites simplement, quand je vous parle de drame, vous me parlez de secours en mer et de droit international, au territorial, au international, etc. Alors, vous me parlez des drames, je pense, en Méditerranée, essentiellement. C'est pour ça que je vous j'essaie de vous répondre sur la question du secours en mer. Les choses évoluent néanmoins. Il y a eu bien sûr que la question est débattue au niveau européen et elle a été débattue, il y a une réforme de Frontex en 2011 qui a discuté cette question-là. On a discuté également lorsqu'on a défini en fait des règles de surveillance satellitaire des frontières dans le cadre d'un système qui s'appelle Eurosur, qui est entré en vigueur en décembre. Donc la question est abordée et très récemment, en avril dernier, il y a un règlement concernant les interventions de Frontex en mer qui a été adopté par le Conseil et qui a pour objectif, qui est fondé sur les compétences européennes qui existent pour la gestion des frontières, c'est-à-dire pour le contrôle des frontières, mais qui permet des interventions de secours dans le cadre des opérations de contrôle des frontières, des opérations de secours, y compris lorsqu'il n'y a pas de demande à l'aide, d'appel à l'aide. D'accord, vous avez parlé du secours tout de suite, mais moi je parlais juste de frontières. Il y a aussi les frontières maritimes et les États, quand on parle d'espace Schengen, ça peut aussi faire partie des frontières des États, la mer quand même. Donc c'est pas une question de secours dans les eaux internationales. Il me semble que vous avez abordé cette question. Alors, la question n'est pas celle des eaux internationales. Ils arrivent bien sur les rives de Lampedusa. Là, on est bien en Italie. Tout à fait. Bon. Alors, oui, mais ils peuvent être... Oui.
Mais néanmoins, si vous voulez, ce sont les règles internationales qui s'appliquent. D'accord. Voilà. Gérard-François Dumont. Il faut rappeler que la géographie de ces migrations a fondamentalement changé ces dernières années, puisqu'il y a, disons, 7-8 ans, on parlait plutôt du détroit de Gibraltar, qui était la grande zone de passage, qui était logique, puisqu'il n'y a que 14 kilomètres entre l'Espagne et le Maroc. Et puis, compte tenu de tous les outils qui ont été mis en place pour surveiller les éventuelles migrations sur le détroit de Gibraltar. Alors, quels sont ces outils, rapidement ? C'est un passage. Ce sont des outils électroniques essentiellement et des outils de surveillance de la marine espagnole. Donc le résultat, c'est qu'il est quasi impossible aujourd'hui pour des Africains de passer par le détroit de Gibraltar. Donc ensuite, nous avons eu les Canaries. Et vous vous rappelez combien l'affaire des Canaries a donné lieu aussi malheureusement à un certain nombre de morts. Et là aussi, il y a eu un certain nombre d'outils qui ont été mis en place. Et puis, il y a eu aussi un très très gros travail entre l'Espagne et le Sénégal, et par les Sénégalais eux-mêmes. C'est-à-dire, notamment, ce sont les mères sénégalaises qui ont fait un gros travail pédagogique auprès de leurs enfants en leur disant « mais arrêtez de partir sur ces bateaux qui sont extrêmement dangereux, en plus qui vous coûtent cher puisqu'il faut payer évidemment des passeurs, etc. » Et donc on a vu que pratiquement la voie vers l'Europe via les Canaries, aujourd'hui, c'est quasiment arrêté. Donc, à partir du moment où vous avez des voies qui se ferment, les passeurs, ils encouragent les personnes à utiliser d'autres voies. Effectivement, aujourd'hui, se sont développées la voie de Lampedusa et la voie de la Grèce via Evros, qui s'est ouverte, je dirais, il y a 2-3 ans à peu près, qui est une voie récente. Donc, c'est aussi une très grosse difficulté qu'il faut comprendre, c'est que quand vous fermez effectivement une voie, eh bien, il y a d'autres voies qui s'ouvrent. Il y a d'autres trous aussi, sûr. Et donc, c'est là où la question est difficile. C'est encore beaucoup plus vrai en Afrique, où on voit, si vous voulez, que le migrant qui souhaite rejoindre l'Europe, qui arrive à Tamanrasset, eh bien, suivant les opportunités, soit il va se diriger vers la Libye, soit vers le Maroc. Tout dépend des possibilités. Oui, c'est pourquoi c'est si pour eux, alors, au niveau de l'Italie. Vous avez souligné un point très important, c'est le système de vases communicants. C'est-à-dire qu'on ferme un point, on contrôle particulièrement les Canaries. Alors après, ça va être Lampedusa. Et puis en 2009, Berlusconi et Kadhafi signent un accord demandant à Kadhafi de contrôler, d'éviter que les migrants subsahariens qui vivaient et travaillaient en Libye aillent en Europe. Du coup, on passe de 38 000 arrivés en 2008 à 403 en Sicile en 2010, c'est-à-dire une réduction drastique. L'Europe délègue alors aux autres États. L'Europe délègue à c'est ce qu'on appelle l'externalisation des contrôles aux frontières, qui est un point problématique pour plusieurs aspects. Le premier étant qu'on fait un certain nombre d'accords avec des pays comme la Libye, qui ne sont pas signataires de la Convention de Genève, dont on sait qu'ils ont une pratique courante de mauvais traitements et de torture vis-à-vis des migrants subsahariens, et on leur demande de contrôler... Ils sont interdits par les textes européens, évidemment. Oui, bien sûr. Et on leur demande de contrôler les migrants pour que l'Europe n'ait pas à faire, entre guillemets, le sale travail. Ce qui a posé un certain nombre de problèmes. L'Italie a été condamnée un certain nombre de fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces pratiques-là. Mais on voit bien qu'en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'on bloque un point, un autre point encore plus dangereux, un point de passage plus dangereux s'ouvre. Donc je pense qu'il faut... En fait, il faut arrêter de penser en termes de bloquer les passages et repenser toute la politique européenne d'immigration, notamment ouvrir les canaux d'entrée légaux pour les migrations de travail et trouver une solution pour les migrations qu'on appelle vulnérables, c'est-à-dire les demandeurs d'asile qui proviennent de pays en guerre comme la Somalie, l'Érythrée, la Syrie, tous ces pays-là. Et il y a un autre point dont on ne parle pas assez, c'est que toutes ces politiques de contrôle ont un coût extrêmement élevé. C'est-à-dire que Frontex, en 2011, son budget, c'était 118 millions d'euros. Le budget d'Eurosur est par an ou pour l'année 2013. D'accord. Pour l'année 2011, pardon. En 2013, il est de 95 millions d'euros, je crois. Mare Nostrum, l'opération italienne qui est censée contrôler la Méditerranée vers la région de la Sicile, pareil, c'est un budget extrêmement élevé, entre 12 et 14 millions d'euros par mois. Et tout ça, ça a des budgets, c'est des sommes colossales. Pour contrôler les frontières. Pour contrôler les frontières. Et finalement, on voit que les personnes continuent d'essayer de venir, qu'il y a les morts en Méditerranée ne s'arrêtent pas. Je veux dire, 366 morts en octobre 2013 près de Lampedusa. Donc, on contrôle de plus en plus les frontières, on met de plus en plus d'argent, on militarise, ce qui favorise aussi le développement de toute une industrie militaire vraiment fleurissante. Il y a un certain nombre de recherches, je pense, très intéressantes qu'on ne publicise pas assez, qui soulignent toute cette industrie des migrations, c'est-à-dire à quel point la délégation, le fait de donner la charge de contrôler les frontières à des industries privées, les centres de rétention sont désormais entre les mains d'un certain nombre de boîtes privées ou d'associations semi-privées.
toute cette industrie des migrations, il faut aussi mettre le point dessus parce que c'est coûteux, c'est pas transparent et c'est inefficace. On y revient. Mohamed Ali Zaroui, donc vous avez vécu ce parcours de migration, vous êtes tunisien. Oui. À quel moment vous choisissez de partir? Depuis que je suis quelqu'un qui comprend bien la vie, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 ans, 19 ans, je commence de penser que je viens ici en Europe. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qui ne va pas dans votre pays d'origine ou dans votre pays tout court qui vous pousse à partir? Qu'est-ce que vous dites? C'est parce que c'est juste une envie de découvrir l'Europe, ou vous vous dites ici ça ne va pas, je dois partir d'ici? D'accord. La première chose, c'est que ce que je suis avant, je vis dans un pays qu'il y a un dictateur qui dirige le pays. Mais vous aviez conscience à 18 ans que c'était une dictature? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, c'est clair. Ça fait longtemps qu'il y a un président. Et c'est-à-dire qu'on vit dans un pays qui dirige un dictateur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté. C'est-à-dire le peuple, il est crépé. C'est-à-dire... vous voyez qu'il n'y a pas d'avenir. Vont changer la vie. Pour moi, je vois que je viens ici en Europe, c'est mieux. D'accord. Bon. Et alors, comment vous vous y prenez? Comment, pratiquement, vous commencez à préparer votre voyage? D'accord. La première chose, c'est... Je gagne un peu d'argent, parce que ça, c'est le plus important. Ouais. Si j'ai de l'argent, je peux faire tout. Avec la mer, je peux faire tout. Et c'est ça ce que je fais. J'ai gagné un peu d'argent. Je travaillais, je gagnais un peu d'argent. Je contactais des mecs qui vont alors, faire la même chose que moi. C'est qui alors, mec? C'est des amis dans le quartier. Ah, d'accord. Parce que le contact avec ce genre de personnes que vont me prendre en Europe, c'est facile. C'est des mecs qui vivent entre nous. Alors, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les passeurs. Donc, voilà, le passeur. D'accord. C'est facile. C'est quelqu'un qui, par exemple, qui prend un bateau avec 10 000 euros, l'équivalent de 1 000 euros, et il cherche des mecs. Elles vont lui payer de l'argent. Elle va gagner x3, x4. Et après, elle ramène quelqu'un qui connaît bien la mer. Il y a beaucoup de gens là en Tunisie. Et voilà. Et donc il va... On part, on fait ce voyage facilement. D'accord. Et donc vous aviez conscience des risques, vous entendiez parler des drames humains qui pouvaient... Oui, c'est la vérité. J'ai entendu beaucoup de drames, même j'ai vu beaucoup de drames. Bon. C'est des mecs de mon quartier qui ont parti là, mais ils sont venus... Vous avez décidé de partir en groupe? Oui, oui. Vous étiez plusieurs? Plusieurs, on est 28 personnes. Vous avez payé combien l'équivalent de 1 500 euros. 3 000 dinars tunisiens, c'est-à-dire 3 500 euros. Par personne, oui. On va regarder un peu à quoi ressemble le parcours d'immigration et on revient vers ce témoignage exceptionnel de Mohamed Ali Zaroui. Regardez. Alignés dans la cour d'une école, les 340 migrants clandestins que la marine libyenne a arrêtés lundi. Leur embarcation a été interceptée à 16 000 des côtes. Alors qu'elle commençait à prendre l'eau, le drame a été évité de justesse. Des migrants soudanais et érythréens pour la plupart. Des hommes, des femmes et des enfants. On est venu depuis le Soudan en traversant le désert. On avait entendu dire que depuis la Libye, on pouvait aller en Italie. Alors on est allé à Tripoli et de là, on a pris la mer. Avec le beau temps qui revient, le trafic de clandestins depuis la Libye vers l'Europe s'intensifie. Ces derniers jours ont été marqués par 2 naufrages dramatiques. L'un, au large de Tripoli, 40 migrants au moins sont morts noyés, d'autres sont portés disparus. Le deuxième a eu lieu près de l'île italienne de Lampedusa. 200 personnes ont pu être sauvées, mais 17 ont trouvé la mort. L'Italie, principale porte d'entrée vers l'Europe, est dépassée. Elle en appelle à la solidarité de ses partenaires. Nous devons collaborer avec nos partenaires européens
pour gérer le flux de personnes qui traversent la Méditerranée et l'afflux de demandeurs d'asile. Mais surtout, nous devons trouver des politiques à long terme pour s'attaquer aux causes de ces flux. De son côté, la Libye demande l'aide de l'Europe. Si elle ne l'obtient pas, elle menace d'ouvrir grand les vannes de l'immigration clandestine. Un discours qui rappelle celui d'un certain Mouammar Kadhafi. Gérard-François Dumont, est-ce qu'il y a une prise de conscience du phénomène des passeurs qui travaillent dans les pays riverains de la Méditerranée? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que souvent, on a oublié que la migration clandestine suppose des organisations qui gagnent de l'argent grâce à cette migration clandestine. Alors cette prise de conscience, à mon avis, est notamment liée d'ailleurs au pape François quand il s'est rendu à Lampedusa. Oui. Et depuis, il a demandé un certain nombre de rapports sur le trafic d'êtres humains. Et il considère effectivement que ces passeurs jouent un rôle un peu que jouaient autrefois ceux qui dirigeaient l'esclavage. Ouais. Et effectivement, on voit d'ailleurs des personnes extrêmement âgées, par exemple dans le nord du Niger, qui ont 80 ans, 85 ans, disent « Ah ben moi, je m'occupais du trafic d'esclaves ». Et puis c'est le petit-fils aujourd'hui qui s'occupe de jouer le rôle de passeur. Donc je pense qu'il y a un début de prise de conscience, mais qui évidemment n'est pas suffisant. D'abord parce que de toute façon, il faut bien comprendre, et les causes ont bien été expliquées, tant pas par vous-même, c'est-à-dire au départ, il y a des causes politiques et des causes économiques. Dans votre reportage, on parle du Soudan, qui est dans une situation là aussi de dictature, ou de la Somalie, qui est dans une situation de guerre civile. Donc le vrai problème au départ, ça serait de lutter contre les causes initiales qui expliquent cette émigration. Et là, c'est vrai que les moyens de l'Union européenne sont inévitablement un peu limités. Parce que même si l'Union européenne a une politique pour encourager d'autres pays du monde à faire du développement, on ne peut pas non plus diriger la gouvernance de tous ces pays. En revanche, il faut effectivement essayer de travailler davantage à la pacification de ces pays, parce qu'il n'y a pas de développement possible sans sécurisation déjà de ces différents pays. Alors ensuite, la lutte contre les passeurs... On leur vend des armes et ça ne nous dérange pas trop qu'ils soient en conflit. Alors ça dépend lesquels. C'est beau. D'abord, on ne peut pas généraliser parce que la situation dans les différents pays d'Afrique est extrêmement différente les unes des autres. Mais c'est vrai que vous avez raison, on est très fautif. Vous avez rappelé que Ben Ali, c'était une dictature. Moi, je suis extrêmement étonné que nous, en Europe, on ait attendu janvier 2011 pour le dire. Alors qu'il suffisait, surtout. Non, mais il suffisait d'aller en Tunisie dans toutes les années qui ont précédé la chute de Ben Ali. C'était clair que c'était une dictature. Il suffisait de comparer le niveau de liberté de la presse entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Bon, clairement, où la presse était le plus étouffée de ces trois pays, c'était évidemment la Tunisie. Il suffisait de lire, je dis bien, de lire les lois votées par le Parlement tunisien, qui étaient des lois uniquement pour favoriser la prise de pouvoir sur les grandes entreprises tunisiennes par la nomenclatura tunisienne. C'était absolument incroyable. Donc, je veux dire, il suffisait d'ouvrir les yeux, mais il y a eu un refus de voir cette réalité. Ou des intérêts politiques, bien compris, des deux parties. Corinne Balek, sur les passeurs, est-ce que l'Europe travaille en amont sur les raisons, en tout cas les causes de cette immigration clandestine? Alors bien sûr, il y a des travaux qui sont faits pour essayer de lutter contre les trafics de personnes. Et en particulier, alors très récemment, le système Eurosur a pour objectif de développer des systèmes satellitaires de manière à surveiller, permettre une coopération entre Frontex et les États membres, et également des pays tiers, pour essayer de repérer, et c'est effectivement un élément d'externalisation de la politique, pour essayer de repérer les embarcations dans les ports de départ et les empêcher de partir. Donc, alors ça... C'est un élément qui est important, et il y a également des règlements, des textes européens qui permettent de sanctionner les passeurs, effectivement. Marie Bassi.
il y a juste 2 points. Le premier, c'est que moi, je ne suis pas convaincue qu'on s'est rendu compte que la Tunisie, ou qu'il y avait des problèmes des droits de l'homme en Tunisie, ou que c'était une dictature, ou pareil pour la Libye. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup... Vous dites vous-même qu'il y a eu des accords entre l'Europe et la Libye pour empêcher ça correspondait sûrement à des intérêts économiques que je connais moins, en tout cas des intérêts sur la question migratoire évidents. L'Union européenne et la plupart des États membres, ils ont signé des accords de réadmission avec la Tunisie, des accords de coopération policière qui permettent de plus facilement expulser des ressortissants tunisiens en Tunisie, qui permettent de retenir les Tunisiens en Tunisie. Donc je pense que l'Union européenne et les États membres avaient tout à fait conscience que ces pays-là n'étaient pas des démocraties, mais ça correspondait à un intérêt, en tout cas sur la question migratoire, tout à fait évident. Oui. Et le deuxième point par rapport au reportage qu'on vient de regarder, c'est par rapport à la question de l'asile. Bon, même si, comme vous disiez, c'est des catégories assez floues, enfin, il y a tout un tas de facteurs qui expliquent qu'on parte. Il y a la guerre, la menace, les persécutions, mais aussi le manque d'opportunités économiques, professionnelles. Bon, c'est des catégories qui parfois se chevauchent. Enfin, dans certains pays comme la Somalie, l'Érythrée ou le Soudan, clairement, les personnes craignent pour leur vie, c'est-à-dire qu'elles sont potentiellement des pays en guerre. Des pays en guerre, et potentiellement, elles ont le droit de demander l'asile et d'avoir le statut de réfugié. Et là, il y a une réglementation européenne dont on ne parle pas très souvent, qui s'appelle le règlement Dublin, qui est le principe du one stop, one shot, c'est-à-dire le premier pays où la personne le premier pays européen où la personne pose le pied, c'est là qu'elle doit demander l'asile. Donc, la conséquence, c'est que ça pèse en grande partie sur les pays frontaliers, les pays du sud de l'Europe. Or, ces pays-là, l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, encore plus catastrophiques, ont des systèmes d'asile assez faibles et des taux de reconnaissance qui sont très très bas par rapport à d'autres pays. Je veux dire, la Grèce était entre 2 et 3% de reconnaissance du statut de réfugié contre 40% en Suède, par exemple. Et là, il y a un réel manque d'accord et de solidarité européenne pour la prise en charge d'homogénéité des règles, voilà, et puis de répartition des demandeurs d'asile. Les Syriens, ils sont en Allemagne et en Suède à plus de 60%, alors qu'on est 27 pays européens. Il y a un manque de... Corinne Balex. Oui, je voulais peut-être rajouter un élément sur le règlement Dublin, peut-être pour équilibrer aussi un petit peu. Alors ce règlement Dublin, c'est vrai qu'il il fonctionne en ayant comme objectif ou comme fonction de responsabiliser aussi les États dans lesquels qui jouent le plus grand rôle dans l'entrée d'un migrant sur un territoire européen. Avec comme idée que si les États ne se sentent pas responsables de cette entrée, ils vont laisser rentrer tout le monde et que s'ils en sont responsables, peut-être qu'ils seront plus attentifs aussi pour le contrôle des frontières. Parler des États européens ? Oui, des États européens, des États membres. Néanmoins, au sein du règlement Dublin, c'est un petit peu plus nuancé que une entrée. C'est-à-dire qu'il y a une réforme du règlement Dublin l'année dernière qui élargit quand même la prise en considération notamment des regroupements familiales, de l'intérêt supérieur de l'enfant et qui essaie quand même d'adoucir un petit peu la règle de pays d'entrée. Au-delà de ça, il faudrait ajouter aussi une chose. Il a été question, il y aurait des critères, il y a des débats et notamment après Lampedusa, on a discuté au niveau européen de savoir est-ce qu'il faudrait introduire de nouveaux critères pour la répartition des demandeurs d'asile, à savoir est-ce que par exemple la part des demandeurs d'asile dans la population d'un pays, ou bien le poids financier des demandeurs d'asile pour le PIB d'un pays, pourraient être des critères pertinents qui introduits pour répartir. On est d'accord, il n'y a pas de politique commune en la matière. Ce qui a été décidé, je termine, ce qui a été décidé en fait, alors le HCR soutiendrait ces autres critères-là. La question a été bloquée par le fait d'un constat qui était de dire toujours l'idée de responsabiliser les pays aux frontières extérieures de l'Union dans le contrôle de ces frontières extérieures, avec comme idée que si on ne... en Italie, l'année dernière, en 2012, le nombre de demandeurs d'asile était de 15 000. En France, à la même époque, il était de 61 000 et en Allemagne de 77 000. Et donc, au regard
de ces éléments-là, le Conseil européen d'octobre dernier a considéré que non, les demandes d'asile, l'Italie n'était pas suffisamment sous pression, elle était moins sous pression que d'autres États membres destinataires, et c'est pour cette raison-là que le règlement n'a pas été modifié. Il vient d'être modifié en plus. Oui, je crois qu'il faut bien distinguer ce qu'ont été les négociations entre l'Italie de Berlusconi et la Libye, et ce qu'on appelle les accords de réadmission. Je vais peut-être réexpliquer ce que c'est. Le problème, effectivement, de Berlusconi, c'est qu'il a versé des moyens financiers permettant à la Libye de faire le travail qu'auraient peut-être fait les douaniers italiens. C'est-à-dire pas dans les mêmes conditions. Pas dans les mêmes conditions. Et votre, d'ailleurs, reportage a très bien rappelé que le nouveau gouvernement libyen est en train de faire le même système de chantage vis-à-vis de l'Italie que celui qu'avait fait Kadhafi. Les accords de réadmission, c'est un tout autre problème. Les accords de réadmission, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, quand une personne est en situation irrégulière en France, et s'il y a une décision de justice qui dit mais cette personne, puisqu'elle est en situation irrégulière, elle doit retourner dans son pays d'origine, et on a la preuve de son pays d'origine. Il faut demander au consul qui représente ce pays en France qu'on appelle un laissez-passer consulaire. C'est-à-dire qu'il faut que le pays autorise le retour de son ressortissant. Alors, qu'est-ce que l'on constate? D'abord, il y a des pays qui ne signent jamais, qui ne donnent jamais de laissez-passer consulaire. Et donc, c'est là où on fabrique, effectivement, ce qu'on appelle des sans-papiers. On fabrique automatiquement par le système des sans-papiers, puisque ces personnes qui ne retournent pas dans leur pays d'origine sont libérées des centres de rétention administratifs et puis se retrouvent dans la nature et sans papier. Bon. Les accords de réadmission, ça consistait à dire à ces pays, on va faciliter la migration, notamment la migration de travail vers la France, mais en contrepartie, faites quand même l'effort de respecter les règles, de donner des laissez-passer de retour. Bon, on revient à la suite du témoignage de Mohamed Ali Zaroui. Vous partez donc sur le bateau. Comment se passe votre périple? Franchement, c'est un voyage qui fait très très peur. C'est un voyage de la mort. C'est-à-dire vous emmenez des provisions, vous emmenez des vêtements, vous emmenez... Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Non, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, juste un petit bateau qui fait 7 mètres. Voilà. On est 28 personnes. 28 personnes 28 dans personnes. 7 mètres. Il y a 2 morts. En fin de compte, on a resté 26 personnes. Et voilà, le voyage... Comment y a-t-il eu 2 morts? Le 2 morts? Oui. Bon. On a perdu le chemin, en fait, dans la mer. On a perdu la direction parce qu'on n'a plus de matériel dans le bateau. C'est un bateau très très ancien. Mais puisque vous avez dit que le passeur avait embauché quelqu'un qui savait naviguer en mer. Oui, c'est quelqu'un qui savait la mer, mais le matériel c'est une autre chose. Le matériel ça coûte de l'argent. Pour acheter du matériel de la mer, ça coûte de l'argent. Mais c'est ça le truc qui est bien, c'est que le monsieur qui dirige le bateau, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la mer. C'est pour ça que je suis ici. Mais enfin, il ne connaît pas le chemin. Mais elle a perdu le chemin parce que c'est dur de capter le chemin dans un temps qui est très dur. Il y a trop de vagues, il y a des courants d'air dans la mer. Vous voyez, la mer, la surface de la mer, elle est très très grande. Mais alors, vous aviez des provisions, vous arriviez quand même à vous nourrir, vous aviez Non, parce qu'en fait, nous, on pense, quand on monte dans le bateau, que ce voyage, ça dure 14 heures. C'est-à-dire 14 heures, on peut rester sans manger, sans rien du tout. Ça dépend pour des jeunes, ça peut résister quand même 14 heures. Mais après... Quand on perd le chemin, ou on tombe en panne, ou quelque chose comme ça, ou le temps qui change, à ce moment-là, on commence l'histoire. Donc ça a duré combien de temps, votre voyage? Pour moi, c'est 48 heures. 48 heures. 48 Et vous n'avez pas de quoi manger, de quoi boire? Rien du tout. Rien du tout. Ah oui? Et alors, vous êtes passé par où? Par le centre de Trapani, à l'Italie. C'est pas Lampedusa. Lampedusa, je l'ai vu dans la mer. Mais alors, la destination, c'était Tunisie-Italie, donc. Tunisie, Lampedusa. Ça dure 14 heures. Tunisie, Lampedusa, c'est 14 heures. 14 heures dans la mer. Avec un petit bateau. D'accord. Voilà. Les 2 morts. Pendant qu'on a perdu notre chemin,
On est resté qu'à 48 heures dans la mer. Oui. Et en fin de compte, on a vu une petite lumière qui était un peu loin de nous, par 2-3 kilomètres. On a commencé comment dire, avec le bois, de bramer le bateau. Et on est arrivé chez les pêcheurs italiens. Franchement, ils sont bien. Ils ont arrêté de pêcher. Ils ont arrêté tout. Ils ont mis de lumière. C'était un bateau, la lumière c'était un bateau. C'est un bateau italien qui sont en train de pêcher. D'accord, en train de pêcher. Dans la mer, au fond de la mer. Ouais. Et ils ont occupé de nous. Franchement, ils ont fait le bien. D'accord. Et à ce moment-là, c'est-à-dire vous êtes rapproché pour sauter dans l'autre bateau. Ouais. À ce moment-là, il y a trop de vagues, il y a trop, la mer elle est très agressive, très agressive. Et il y a certains moments que les deux bateaux ils ont éloigné un peu. Et les gens sont tombés. Voilà. Il y a un mec qui a pensé de sauter. À ce moment, il a tombé entre les deux bateaux. Et les deux bateaux, ils ont le craqué dans la tête. Franchement, c'est catastrophique. On a vu qu'un peu de sang qui monte sur la surface. Et lui, il a tombé au fond de la mer. À ce moment-là, dans la même seconde, il y a un autre mec qui a fait la même geste. Et il a trouvé le même résultat. Deux personnes. Bon, on va revenir sur l'arrivée. Sur l'arrivée en Italie et on va voir aussi à travers ce reportage comment des drames ont été évités de justesse. Regardez. Un bateau chargé de migrants qui en remorque un autre bondé lui aussi à l'aide d'une simple corde. 500 personnes à bord, prêtes à tous les risques pour rejoindre l'Europe. 2 navires marchands se sont déroutés, prêts à intervenir. La marine italienne a été prévenue, c'est elle qui jette ses gilets de sauvetage. Avant d'évacuer les premiers passagers, des enfants par dizaines. Dans son gilet trop large, celui-ci rejoint les bras d'un militaire italien. Une petite fille suivra quelques instants plus tard. La scène se déroule au large des côtes siciliennes, non loin du Capo Passero. Depuis janvier, 22 000 migrants, parfois très jeunes, ont été interceptés par les gardes-côtes italiens, 10 fois plus que l'an dernier à la même époque. La semaine dernière, le chef du gouvernement, Matteo Renzi, a de nouveau appelé l'Europe à l'aide. Certains de ses ministres menacent désormais ouvertement de laisser partir les clandestins si l'Union européenne ne renforce pas très vite son dispositif en Méditerranée. Gérard-François Dumont, encore un exemple de la nécessité de renforcer le dispositif de contrôle. Des migrants beaucoup plus nombreux que les autres années. Comment vous vivez le témoignage de Mohamed Ali Zaroui? Le témoignage, c'est qu'il y a une cause au départ, qui est effectivement les difficultés que vous connaissez en Tunisie. Et après, effectivement, il y a des passeurs qui vous exploitent, tout simplement parce qu'ils vous demandent une certaine somme d'argent. Et avec cet argent, ils vous fournissent un bateau qui est un bateau, vous nous avez dit, de très très mauvaise qualité. Ouais. Alors moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que ce passeur, vous avez encore depuis eu des relations avec lui? Est-ce que vous avez pu avoir des contacts avec lui? S'il est arrivé déjà, parce qu'il n'était pas encore arrivé dans notre dossier. Pardon, quand on a fait la pause avec le reportage, on n'était pas encore arrivé en Italie. Vous avez vu ce bateau de pêcheurs italiens qui, selon vous, ont été très coopératifs, vous ont très bien traité. Ouais. Ils vous ont nourri, Ils ont fait que le bien avec nous. Ce qu'on a besoin à ce moment-là. Ce dont vous aviez besoin, vous l'avez eu. Oui, on a trouvé tout. D'accord. Et donc, est-ce qu'ils vous ont emmené sur leur bateau pour aller vers la rive italienne? Oui, c'est ça ce qu'ils ont fait. Ils m'ont ramené chez le centre, Centro. Ils ont resté... Le centre de rétention, donc? Oui, oui. Ah, oui, ils ont resté 9 heures pour aller au centre. D'accord. Parce qu'on est au fond de la mer. Avec un grand bateau qui fait vite, mais quand même, on est resté 9 heures. Comme celui qu'on vient de voir là? Oui. D'accord. Comme c'est là, oui. D'accord. Et là, que se passe-t-il après? Maintenant, vous êtes arrivé en Italie. Comment vous êtes reçu? Comment vous êtes traité? Le premier personne qu'ils ont venu, c'est le Croix-Rouge. Franchement, ils ont fait que le bien avec nous. Ils ont mieux donné ce qu'on a besoin, la nourriture, la manger, de l'eau, des cartes pour rappeler notre famille, parce que
Vous voyez, les parents, là, ils sont très inquiets de ce voyage. Bien sûr. Quand ils ont entendu qu'on est en train de faire ce voyage, ils ont donné des cartes pour rappeler le bled. Et franchement, ils ont occupé de nous bien. Combien de temps vous êtes resté alors en Italie avant d'arriver en France? Dans le centre ou en Italie? Dans le centre déjà, et puis après en Italie. D'accord. Dans le centre, il y a deux genres de centres. Il y a des centres qui sont fermés, c'est-à-dire tu ne peux pas sortir. Ouais. Et il y a des centres qui sont ouverts. Si tu veux sortir, tu pars, vas-y. Alors ça, justement, Marie, si vous nous expliquez la distinction entre les deux centres. Alors les centres fermés, c'est ce qu'on appelle les centres de rétention. C'est des centres pour personnes qui ont vocation, entre guillemets, à être expulsées, c'est-à-dire les personnes qui ne pourraient pas prétendre à l'asile. Donc c'est pas là où tu es allé. Et il y a un autre type de centre qui s'appelle les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Je ne suis pas sûre que ça soit ça non plus. Et après, il y a tout un tas de petits centres plus ou moins formels, plus ou moins informels, qui se développent en Italie du Sud, dès qu'il y a beaucoup d'arrivées, qui sont des centres, comme ils disent, c'est-à-dire ouverts, où on peut venir dormir, on peut sortir la journée. En fait. Voilà, c'est une sorte d'hébergement, et l'État finance à des associations, à des coopératives. Elle donne un certain nombre une somme journalière, entre 20 et 40 euros par personne en général, pour l'hébergement et la nourriture. Et ça, c'est des centres dont il est assez difficile d'ailleurs d'avoir toute la carte, parce que c'est des centres qui naissent, qui disparaissent. Bon, puis il y a eu là encore, je me fais toujours un peu l'avocat du diable, mais il y a eu tout un tas de scandales parce que l'État donnait certaines sommes d'argent à des personnes, à des associations qui ne connaissaient pas grand-chose, qui récupéraient cette somme pendant quelques semaines et puis qui après disparaissaient, fermaient et d'autres centres s'ouvraient. Donc là, en tout cas, c'est pas un centre de rétention où tu allais parce que c'est pas. Et là, vous alliez venir comme vous vouliez en fait. Ouais. Et vous pouviez dormir le soir au centre. Oui, tranquille. Tranquille, d'accord. Si tu veux rester là-bas, franchement, l'Italien s'occupe de nous. Ouais. Si quelqu'un qui a une famille ou quelque chose, il peut partir tranquille, il prend son valise, il part. Et là, vous aviez considéré à ce moment-là que vous aviez réussi votre voyage, votre mission, vous aviez réussi votre projet en arrivant en Italie? Normalement, oui. J'ai réussi mon voyage. Et alors, j'ai de la chance. Parce que, voilà. Et alors, vous avez commencé à vous dire, il faut que je travaille, que je gagne ma vie. Vous avez décidé de venir en France parce que vous connaissiez un petit peu la langue française? Non, parce qu'en Italie, si quelqu'un qui est sans papier, il ne peut pas travailler. Oui. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le risque. C'est-à-dire si tu vends de la drogue, tu vends tu voles, tu fais le risque. Si quelqu'un qui est bien, qui veut travailler, qui veut s'adapter, intégrer dans la société, c'est mieux que je vienne ici en France. D'accord. Voilà. Et donc, vous êtes arrivé en France combien de temps après votre voyage? Après 7 mois. J'ai resté en Italie 7 mois. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 7 mois? J'ai mes cousins là, c'est une petite famille. Je suis resté là en Italie quand même pour poser, pour que je vois bien l'Europe, vous voyez. Après, je décide qu'il faut que je quitte l'Italie. Parce que moi, j'ai un métier, je travaille plombier. Et j'ai entendu qu'en France, on peut travailler au black. Ils ont besoin de plombiers. Voilà. Enfin, ils prenaient souvent des plombiers polonais, mais là il y a d'autres besoins, probablement. Non. Sans papier, en Italie, c'est mort. C'est impossible de travailler. Non, mais je parle de la France. C'était une note d'humour qui n'avait pas lieu d'être. Mais vous arrivez donc en France et vous dites, je vais exercer mon métier, qui est celui de plombier. Voilà, je veux avancer dans ma vie. D'accord. Voilà. Et vous arrivez à travailler facilement? Pas facilement, mais je travaille au black. Des fois, je trouve quelqu'un qui veut changer un lavabo, quelqu'un qui veut poser un douche. Voilà, j'ai des Arabes, des Tunisiens. Ouais. Voilà, j'adapte comme ça. Et aujourd'hui, vous gagnez votre vie correctement? Oui, correctement. Mais vous n'avez toujours pas de papier? Oui. Vous n'avez pas de papier? Je n'ai pas de papier. J'espère que je fais mon papier parce que je veux intégrer dans la société française. Je suis quelqu'un qui veut intégrer dans la société française. Pourquoi pas? Vous avez aujourd'hui de la famille, vous êtes marié, vous êtes... J'ai mon frère ici, il est marié, il s'occupe d'une famille. C'est-à-dire, je peux pas, voilà, il faut que je trouve ma vie comme lui.
Corinne Balex, alors votre réaction, vous qui êtes souvent dans les règlements, les papiers, les études européennes, oui. Voilà la pratique. Oui, que peut faire l'Europe alors maintenant? Alors la question de la solidarité européenne, il y a une solidarité qui est nécessaire et qui doit se développer entre les Européens pour la question de la gestion de ces flux migratoires, parce que les États tout seuls n'arrivent pas à gérer ces flux, parce qu'il y a une espèce d'asymétrie aussi entre les États qui sont à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, qui sont plutôt des pays de transit. L'Italie, la Grèce sont plutôt globalement des pays de transit, et d'autres pays comme la France, la Suède, l'Allemagne sont des pays plutôt de destination, et donc on a véritablement besoin d'une solidarité. Alors la solidarité, c'est deux choses en termes européens. C'est à la fois, il y a des règles qui existent, parce que quand on dit qu'elles n'existent pas, c'est pas vrai. Il y a des règles qui existent, notamment pour réguler ces flux migratoires entre États européens. C'est un peu plus pratique, Corinne Balex, si vous permettez. Vous avez un cas pratique là, et vous avez l'Europe. Et vous avez la perception des citoyens européens. Nous sommes dans le cadre, on ne va pas parler des élections parce qu'on n'a pas le droit, mais il y a les citoyens européens et leur perception des choses. Perception, c'est soit cette immigration est une menace, certains parlent de changement de population, de choses que vous avez certainement entendues, et d'autres parlent des droits de l'homme. C'est ça à peu près les deux discours qu'on a. Menace, approche sécuritaire et approche humaniste, parfois non réaliste selon certains. Donc c'est ça qu'on a aujourd'hui. Il y a une troisième approche qu'on pourrait avoir, c'est aussi de considérer que les évolutions démographiques européennes nécessitent une migration. C'est-à-dire que si, hors scénario d'immigration en Europe, la population européenne qui est actuellement de 508 millions d'habitants va tomber à 430 millions d'habitants d'ici 2060. Voilà, c'est aussi un argument qui est présenté. Il n'y a pas assez. Mais est-ce que c'est une manière de combler le taux de natalité ou le renouvellement des générations et on a également besoin de personnes, de migrants, parce que même si on a des taux de chômage qui restent importants en France, il y a des secteurs d'activité, que ce soit dans le secteur des services, BTP, le bâtiment travaux publics, également dans le domaine. Peut-être pas faire un voyage au risque de sa vie pour combler les... On a besoin des migrants hautement qualifiés, on a besoin des migrants pour les services à la personne, pour les services que vous êtes en mesure de... Ça, c'est sûr. Gérard François Dumont, à la question et à la perception des citoyens européens de cette immigration-là. Que répondez-vous? Je réponds d'abord que tous les gouvernements du monde ont pour objectif d'assurer la sécurité de leur territoire. Et donc tous les gouvernements du monde surveillent leurs frontières. Ce n'est pas un phénomène propre aux pays européens. Je dirais même qu'il y a beaucoup de gouvernements dans le monde qui surveillent beaucoup plus leurs frontières. Et moi-même, qui suis allé encore récemment en Chine et en Russie, ça n'a pas été évident d'avoir son visage, je peux vous dire. Donc ce qui est difficile à comprendre... Vous n'êtes pas rentré facilement? Vous avez eu des soucis? Oui, absolument. Et dans un pays du Golfe aussi récemment. Bon, donc, vous voyez. Bon. Mais il faut que vos papiers soient en règle quand même. Oui, c'est pas si facile que ça. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la complexité, je dirais, de la construction de l'Union européenne. Donc, la construction de l'Union européenne, c'est l'idée d'effacer les frontières intérieures. À partir du moment où on efface des frontières intérieures, donc les frontières entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne, etc., eh bien ça veut dire qu'on a des frontières extérieures communes. Et donc ça veut dire qu'en fait, les frontières de la France, elles sont autant à Lampedusa qu'au détroit de Gibraltar, que, je dirais, à Brest. Mais alors, vu le succès éclatant de cette formule, beaucoup souhaitent revenir dessus. Il y a des propositions de supprimer l'espace Schengen, de revenir à des frontières nationales. Ça fait partie des choses qui se disent aujourd'hui dans la sphère politique européenne. Alors, si vous voulez, on peut parler de ça aussi. L'un des problèmes... Ça marche ou ça marche pas? Non, mais ça marche pas. Bon. C'est clair que ça marche pas. L'un des problèmes de l'Union européenne, c'est que c'est une Union européenne qui a décidé un certain nombre d'élargissements
sans être cohérente par rapport à sa politique de libre circulation des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, l'Union européenne a fait un 5e élargissement le 1er mai 2004 à 10 pays, et en même temps a dit « Ah ben oui, mais il y a un certain nombre de ces pays, ils ne sont pas vraiment capables aujourd'hui d'être en situation d'être bien intégrés en Europe, donc on les met dans l'Union européenne, mais on installe quand même une période probatoire pendant laquelle il n'y a pas de libre circulation. » Et donc, si vous voulez, on les considère comme des citoyens de seconde zone. Et ça, moi, je considère que là, il y a une erreur stratégique majeure, parce que soit on est dans l'Union européenne, et dès le premier jour où on entre dans l'Union européenne, on applique toutes les règles, oui. soit on n'est pas dans l'Union européenne. Donc on a fait ça en 2004, on a fait ça en 2007 et on recommence encore en 2013. Et tout ça, si vous voulez, ça crée une tension permanente au sein de l'Union européenne, qu'on voit très bien à travers l'affaire de la Bulgarie et de la Roumanie, entre les pays qui disent mais la Bulgarie et la Roumanie sont dans l'Union européenne depuis 2007, donc il faut instaurer pour eux une libre circulation. Et les autres, dans le gouvernement français, qui dit mais ces pays aujourd'hui ne remplissent pas suffisamment les conditions d'un état de droit et une capacité de surveillance de les frontières pour les faire entrer dans l'espace Schengen. Donc tout ça, si vous voulez, ça crée des tensions et des complications qui ne sont pas de nature à trouver une solution utile à la question. Marie Bessy. Sur ce que vous disiez tout à l'heure, entre l'opposition discours sécuritaire, discours humanitaire, et ce que vous disiez aussi, je pense qu'il faut effectivement arrêter d'opposer ces discours-là parce que c'est pas, ça mène à rien et puis surtout. Vous savez que beaucoup de nos concitoyens votent sur le fondement de ces deux approches. Tout à fait. Non, mais bien sûr. Mais et puis je pense qu'effectivement, comme vous disiez, il y a une perception de l'immigration indésirable, c'est-à-dire les migrants irréguliers, les demandeurs d'asile, comme une menace. C'est de plus en plus présenté comme tel dans les médias par un certain nombre d'hommes politiques. Enfin, moi, je parle de l'Italie que je connais mieux, mais on pense qu'en 2011, on me disait des centaines de milliers de migrants attendent aux portes de l'Europe. Il y a eu 61 000 personnes qui ont traversé la Méditerranée. C'est beaucoup. 61 000 personnes, c'est pas des centaines de milliers. Et quand on regarde ce qu'il y a dans les pays limitrophes... Alors qu'en Allemagne, il y a eu 400 000 personnes dans le cadre de l'immigration de travail qui sont arrivées en Allemagne l'an dernier. Oui, tout à fait. Quand on remet un petit peu, quand on relativise ces chiffres, on n'a plus du tout la même perception. Mais ça, il n'y a pas grand monde qui vient avec des chiffres précis en disant que par rapport à la population de l'Italie, par rapport à la population de l'Europe, c'est des chiffres importants, mais pas une invasion apocalyptique, quoi. Et puis, il y a une chose qui n'est pas souvent dite non plus, c'est au-delà du discours respect des droits de l'homme et discours humaniste, c'est que économiquement, l'Union européenne et tous les pays de l'Union européenne, ils ont besoin des migrations pour un point de vue démographique et pour un point de vue économique. On souhaiterait plus choisir qui vient chez nous, en fait. Ouais, c'est toujours le discours de l'immigration, immigration choisie, immigration sélective, à quel moment, quand. Mais de fait, toutes les grandes études économiques de l'OCDE montrent que dans les secteurs aussi bien très peu qualifiés que dans les secteurs très qualifiés, et au niveau démographique, l'Union européenne a besoin de migrants. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire sur travailler aussi sur des quotas d'entrée un peu plus élargis ou alors des visas renouvelables, enfin des portes d'entrée légales qui éviteraient de créer des voies clandestines et de créer de la clandestinité. À partir du moment où on sait que l'Union européenne en a besoin économiquement et démographiquement, agissons pour créer des canaux d'entrée. Des canaux plus dans un cadre où la mobilité est la philosophie que l'immigration, passer d'un endroit à un autre uniquement et s'y installer. Corinne Balex. Oui, d'ailleurs, en fait, quand les personnes sont bloquées pour venir, quand elles n'accèdent pas à des visas, elles viennent de manière irrégulière. Et ensuite, il est très difficile pour elles d'être mobiles, de revenir dans leur pays, de voir leur famille. Ça favorise la sédentarisation. Justement, Mohamed Ali Zaroui, est-ce que vous souhaiteriez, si vous aviez une situation régulière, retourner en Tunisie, puisque maintenant, semble-t-il, la dictature est terminée? Bien sûr, c'est mon origine, c'est mon pays, c'est ma famille, j'ai tout là. Est-ce que vous seriez prêt à retourner pour y travailler, créer une entreprise, si je suis en situation réglée, je préfère que je travaille ici, en France. Même je fais ma famille ici, en France. Mais pour visiter mes familles, ça c'est obligé. Et là, vous n'avez pas pu y retourner depuis que vous avez fait ce voyage? Pendant 3 ans. Ça fait 3 ans que vous n'avez pas pu voir votre famille.
2011, 2014, ça fait 3 ans. 3 ans et quelques. Gérard François Dumont pour clore. Je vais quand même revenir sur l'aspect humanitaire parce qu'on n'est pas très fiers d'être européens sur l'aspect humanitaire. Oui. Vous vous rappelez déjà qu'il y avait eu dans le passé l'affaire des boat people, et là c'était des centaines de milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes, et l'Europe avait été très longue à réagir. Bon, là on est quand même, quand il y a des situations graves humanitaires comme celle de la Syrie, on n'est pas quand même fiers d'être européens quand on voit que nos pays européens acceptent au compte-gouttes de prendre quelques Syriens. Donc, des personnes touchées par le conflit syrien ont pu trouver une protection en Europe. Et ils sont 6-7 millions au Liban pour un pays de 4,2 millions d'habitants. Quand on regarde, voilà. Oui, ça fait comme si en France était arrivé 20 millions de personnes d'un coup. Et pour revenir à ce que vous disiez sur les projets de réforme de Schengen, etc., bon, la réalité, je pense, non dite, si vous voulez, de ces projets, c'est de dire qu'il y a des pays qu'on a acceptés trop vite dans Schengen, alors qu'ils ne sont pas capables d'en respecter les règles, y compris le système d'information de Schengen, qui est un élément extrêmement important pour la lutte contre le terrorisme. Et donc, derrière ces discours, je pense que c'est ça qu'il faut décrypter, c'est la volonté d'une géographie de Schengen qui ne s'applique qu'à des pays capables de respecter les règles de Schengen. Alors, il y a une réforme quand même de la gouvernance de Schengen qui a été adoptée en octobre dernier et qui permet de restaurer des frontières intérieures vis-à-vis d'un pays, bon la Grèce était visée, qui ne serait pas en mesure de contrôler correctement les siennes. Donc il y a un mécanisme qui existe, on n'a pas besoin de détruire Schengen qui est quand même un acquis énorme pour la libre circulation des personnes à l'intérieur de cet espace européen. Puisque le satellite permet de voir les émissions un peu partout dans le monde, est-ce que vous diriez à des jeunes Tunisiens aujourd'hui, est-ce que vous leur conseilleriez de partir de la manière dont vous l'avez fait, ou vous leur dites non, surtout ne faites pas ça? Franchement, c'est une bonne question. Oui. Mais rapidement, parce qu'il reste peu de temps. Parce que je parlais ça en France 24 la dernière fois. Ouais. À ce point exactement ça, je peux pas dire pour le mec que vient pas ici. Parce que si je dis quelqu'un qui vient pas ici, automatiquement elle va dire non, toi t'as parti en Europe, tu reviens avec une voiture, tu reviens en bon état, et moi vous voulez que je reste ici. Ouais. Mentalement, c'est dur. C'est dur. Merci infiniment, Mohamed Ali Zaroui. Merci Marie Bessy, merci Corinne Balex et merci Gérard François Dumont. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre débat et il se poursuit sur les réseaux sociaux. Au revoir.